qu'il faut que le patient, lui, puisse avoir accès à un vaccin dont on dispose, et puis surtout qu'il ait accès à ce vaccin, et que le rapport efficacité-tolérance soit le même que les autres. Grosso modo, ce qu'apportent aujourd'hui les vaccins qui sont commercialisés, c'est qu'ils éviteraient les formes graves. Donc, l'argument des gens qui viennent nous voir en disant « Écoutez, moi je vais me faire vacciner parce que j'en ai marre d'être confiné et je voudrais retrouver une vie normale », c'est le pire des arguments. On ne se fait pas vacciner pour ça. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, nous sommes repartis pour une nouvelle semaine santé sur Beurre FM avec mon invité Michel Braque. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Médecin spécialiste dans le domaine du stress oxydatif et du vieillissement. Vous dirigez le collège du stress oxydatif et on verra avec vous quel est le rôle de ce fameux stress oxydatif dans les formes graves de la Covid. Vous avez écrit un livre d'ailleurs sur la Covid-19. Quels enseignements, quelles pistes d'action chez VA Éditions. Un livre que vous avez écrit entre le 6 avril et le 29 août 2020 et dans lequel vous avez vous avez recensé les enseignements de la plus grande crise sanitaire et sociétale de notre époque moderne. Décrivez-vous. Bon, sauf que sur la question du vaccin, vous étiez un petit peu à l'ouest. Non, c'était trop tôt. Oui, c'était trop tôt. Voilà. Mais vous étiez sceptique. Vous disiez qu'on n'aurait pas de vaccin avant la fin de la pandémie. Voilà, c'est ça. Je pense que ce que je disais à ce moment-là aussi, c'est que on pouvait être en droit de ne pas forcément attendre comme seule solution à la prise en charge de cette épidémie un vaccin. Ce d'autant qu'on savait très bien que ça allait prendre un certain temps. Alors c'est vrai qu'il y a eu un emballement extraordinaire au niveau de la recherche mondiale. Et on a eu 200 projets de vaccins en quelques mois, voire quelques semaines. 50 ont un peu plus ou moins abouti. Il y en a aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la France, il y en a 4 qui sont aujourd'hui autorisés temporairement. Donc, alors ça, voilà. Ça vous me l'avez appris. Manuel Mariani est là également. Manu, bonjour. En spectateur. Voilà, bonjour Philippe, bonjour docteur. Acteur, si vous avez des questions à poser, elles seront bienvenues, Manu. C'est ce que vous m'avez expliqué. C'est qu'actuellement, les vaccins qui sont disponibles sur le marché français n'ont pas d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché. Ils ont des ATU, c'est-à-dire... Ouais, ce sont des autorisations temporaires d'urgence. C'est-à-dire que la situation que nous vivons a été jugée suffisamment préoccupante pour qu'on accélère, si vous voulez, les procédures de mise à disposition de ces vaccins. Donc ces procédures-là, en termes, disons, médico-légales, si vous voulez, ou en tout cas administratifs, c'est autorisation temporaire d'urgence. Voilà. Donc, et ça existe pour d'autres médicaments. Lorsque la situation l'exige, on est capable d'accélérer les procédures pour pouvoir bénéficier des thérapeutiques. Voilà, c'est-à-dire qu'en temps normal, on n'aurait pas mis sur le marché français un vaccin de façon aussi rapide. Non, bien sûr que non. D'accord. En France, ni en Europe. Non, oui, nulle part ailleurs. Vous savez qu'il faut plusieurs années pour mettre un vaccin au point. Alors là, c'est d'autant plus vrai avec ceux-là, c'est qu'ils utilisent des concepts en termes de vaccinologie qu'on n'a jamais utilisé jusqu'à présent. On est loin des principes de vaccination tels qu'on les connaît pour la polio, la diphtérie, le tétanos, la grippe, etc. Là, on est sur vraiment des concepts scientifiques extrêmement intéressants sur un plan scientifique, très séduisants, je dirais même. Mais très nouveaux. Et très nouveaux et qui peuvent ouvrir des voies dans bien des domaines d'ailleurs, et même en dehors de la vaccinologie. Vous dites dans votre livre qu'aujourd'hui en France, quel que soit le sujet abordé, que ce soit les masques, les traitements, les menaces de reconfinement, les vaccins, on ne peut plus avoir de débat, que le débat est plus possible. Est-ce qu'aujourd'hui, là, lundi, on peut avoir un débat en France sur le vaccin AstraZeneca? Alors on a un débat mondial aujourd'hui sur les vaccins. Pour ce qui est d'AstraZeneca, par exemple, on a pratiquement toutes les informations. Enfin, aujourd'hui, nos patients ont quasiment les mêmes informations que nous, quasiment en temps réel, avec les réseaux, avec l'Internet, etc., et puis avec les médias. Par exemple, tout le monde sait qu'un certain nombre de pays viennent, et ça s'additionne jour après jour, on doit être à une douzaine de pays qui ont décidé temporairement de suspendre leur campagne de vaccination. Ouais, encore les Pays-Bas depuis hier en plus. Pays-Bas hier, par exemple. Je crois qu'on devait être à 11, donc ça serait 12, là, le 12e. Qui sont pour le moment, simplement parce qu'on a l'air de remonter un certain nombre d'effets secondaires, des effets secondaires les plus banals qu'on connaît d'ailleurs avec d'autres vaccins, avec des effets plus spécifiques. Et on parle surtout de maladies thromboemboliques, c'est un peu compliqué, mais enfin bon. Et la question est de savoir aujourd'hui si oui ou non les accidents qu'on remonte sont vraiment liés au vaccin ou s'ils n'ont rien à voir avec le vaccin. Parce qu'il y a des tas de gens qui font ce type d'accident tous les jours, tous les mois, tous les ans, partout dans le monde. Donc la question à laquelle les autorités doivent répondre d'une façon très urgente
Et ça, pour chaque pays, en particulier les 12 qui ont donc suspendu leur campagne de vaccination, c'est de savoir si oui ou non les effets qu'ils remontent et qui les ont poussés à stopper momentanément leur campagne, est-ce que oui ou non ils sont liés au vaccin lui-même ou n'ont rien à voir. Alors justement, vous, docteur, vous dites les 11 ou les 12. Sur ces pays-là qui ont supprimé momentanément ou peut-être définitivement la vaccination avec AstraZeneca, il y en a certains qui sont membres de la communauté européenne, de l'Union européenne. On nous a dit que la stratégie vaccinale, et que c'est pour ça d'ailleurs que les vaccins arrivaient un peu plus tard, etc., elle était européenne, et pourtant il y a des pays européens qui se retirent du jeu sur AstraZeneca. Est-ce que quand on est spectateur de ça, on comprend pas bien. Oui, non, parce qu'il n'y a pas de réel consensus européen. D'accord. Chaque pays reste un petit peu... Malgré ce qu'on nous a dit, en fait. Bon, c'est comme pour l'OMS, si vous voulez. L'OMS s'exprime depuis un an, et parfois on écoute l'OMS, parfois on n'écoute pas l'OMS. Le patron de l'OMS, peut-être au mois de juin, je ne sais pas quand, un peu avant l'été, avait exhorté les dirigeants des pays à ne plus confiner leur population. Bon, on a reconfiné derrière. Pourtant, là, on n'a pas écouté l'OMS. Donc parfois on écoute, parfois on n'écoute pas. Je pense que si vous voulez, nous, on a un ministre de la Santé qui nous dit, moi je ne suspends pas aujourd'hui, je n'ai pas, si vous voulez, les arguments scientifiques suffisants pour suspendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Bon, il faut s'en remettre à nos autorités qui ont des données peut-être que nous n'avons pas. Oui, c'est le même qui nous disait que le virus n'allait pas arriver et que le masque servait à rien. Voilà, exactement, oui. Alors, il y a eu... Mais si vous voulez, on pourrait débattre de tas de sujets, mais que les masques ne servaient pas à rien, c'était vrai et faux à la fois. Le problème des masques à cette époque-là, lorsqu'ils nous ont dit que ça ne servait à rien, en population générale, au bord de la mer... en montagne, comme je l'ai vu moi cet été à 2500 mètres dans des chemins entre les sapins, j'ai vu des familles entières avec des enfants de 3-4 ans avec des masques en pleine montagne. Là je me suis dit qu'il se passait quand même quelque chose, c'est un peu embêtant, mais en revanche là où vous avez tort, c'est qu'on a quand même envoyé des médecins généralistes voir des patients qui étaient probablement contaminés et contagieux sans masque. Et il y a vraiment une image que nous ne pourrons jamais oublier. On peut faire toutes les discussions, tous les débats que l'on veut sur les chiffres. On peut débattre de tout. D'ailleurs, il faut débattre. Vous disiez tout à l'heure. C'est la question que je vous posais. Voilà. C'est aujourd'hui. J'espère qu'on peut débattre. On ne peut plus débattre. C'est dommage. Mais est-ce qu'on peut ? Moi, je rêve que les épidémiologistes qui ne sont pas d'accord entre eux, qui sont tous des sommités, on ne peut pas douter ni de leur niveau de compétence, ni de leur niveau d'expertise. J'aimerais bien qu'ils se remettent tous autour d'une table et qui confrontent leurs chiffres, leurs points de vue. Avec les chiffres, on dit un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, ce sont des modèles mathématiques. Mais ça pose la question, effectivement, de savoir comment est faite l'information en France. Tout le monde a dit, et je vous le disais avant cette émission, que la Hollande avait suspendu la vaccination, mais tout le monde a zappé que l'Italie a repris la vaccination hier, sous prétexte finalement que les bénéfices dépassent largement les risques encourus. Mais voyez, donc c'est typique d'une argumentation qui ne suffit pas. Voilà, c'est ce que vous expliquez. Quand on dit bénéfice-risque, la question c'est est-ce que oui ou non des gens meurent à la suite d'une injection, d'une dose du vaccin AstraZeneca. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme chiffre, on va dire, en France ? Moi, je les ai d'hier, vous voyez. Voilà, donc moi, je veux les chiffres d'hier, allez-y. L'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, rapporte la date d'hier pour une période qu'ils ont observée entre le 26 février et le 4 mars, comme une période relativement courte. Ils remontent 3013 cas d'effets secondaires, dont 30% graves. Ça ne veut pas dire mortel, ça veut dire préoccupant, quoi. Bon. Ce sont plutôt, pour la plupart du temps, des syndromes plutôt de type grippaux. Vous voyez, ce sont des gens qui, moins de 24 heures après, se retrouvent avec un peu de fièvre, des courbatures, des maux de tête, etc., etc. Bon, mais ça, ce sont des choses qu'on connaît dans d'autres vaccins. Oui, et puis c'est assez peu par rapport au nombre de vaccins. Au nombre de gens qui ont été vaccinés. 30%, c'est pas peu. Dans les études publiées par Pfizer, au tout début, lorsque Pfizer a mis sur le marché son vaccin, il se vantait d'avoir des effets secondaires inférieurs à 1%. Bon, alors évidemment, quand on dit, voilà, j'ai mon vaccin, il est efficace à 95% et j'ai 1% d'effets secondaires. Mais vous prenez 1%. Il faut toujours revenir aux valeurs absolues quand on fait des mathématiques. Pourcentage, ça ne veut rien dire. C'est combien ça fait de gens au total. Quand vous faites 1% sur 100 personnes, ça fait qu'une personne. Quand vous faites sur 10 millions de personnes que vous vaccinez ou 100 millions, ça fait des masses considérables de personnes. Donc 30%. Donc c'est donc très important. J'avais compris 30% qui développaient juste des symptômes de vaccinaux classiques. 3013, dont 30% graves. Plus de femmes que d'hommes.
Et il remonte un cas de thrombose multiple chez un patient sans pouvoir le rapporter à la vaccination, parce qu'il y a des gens qui font des thromboses tout le temps. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est le lien. Savoir si c'est le vaccin qui est responsable. On appelle le lien de cause à effet. À partir du moment, si l'Italie remettait, parce que l'Italie a montré qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet, alors on dirait, chouette. C'est pas ce qu'ils ont dit, non. Et c'est pas ce qu'ils ont dit. Donc on attend, et moi je suis un des premiers à attendre avec impatience, pour pouvoir vacciner mes patients en toute tranquillité, qu'on me dise non, enfin les cas qu'on a remontés, de thrombose, maladie thromboembolique ou d'autres choses, ou de complications neurologiques, ne sont pas liées au vaccin. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Vous, en tant que médecin, parce qu'aujourd'hui, l'interdiction dans les pays autour de la France a des répercussions en France et les gens s'interrogent. Quelqu'un vient vous voir, un patient vient vous voir, il dit voilà, on me propose de me vacciner avec le vaccin AstraZeneca, est-ce que je dois le faire ou pas ? Vous, comment vous y prenez ? Alors, moi, je consacre ma vie à la pratique médicale depuis 45 ans. J'ai un certain recul. J'ai vu arriver le vaccin contre la rougeole. On a vacciné des enfants contre la rougeole. C'est vrai que certains, quand on les vaccinait, faisaient une rougeole, mais une rougeole très atténuée. C'est un vaccin atténué, rougeole atténuée. Et donc, ils faisaient des rougeoles beaucoup moins préoccupantes que les rougeoles que nous avions, à prendre en charge en médecine de ville avant le vaccin. Donc on connaît ça, si vous voulez. Moi, quand quelqu'un vient me voir, il y a pour moi un principe absolument fondamental. C'est que la vie, le corps de nos patients ne nous appartiennent pas. Donc les gens ont un libre arbitre sur leur santé, leur avenir, leur vie, leur façon de vivre leur vie. Nous n'avons pas à nous immiscer là-dedans. Nous sommes là pour leur apporter une information la plus claire possible et surtout, donc, dès qu'on va ou à leur demande ou à notre demande à nous, leur proposer une prise en charge quelconque, à partir médicamenteuse, qu'elle soit un vaccin ou pas un vaccin, nous devons les informer de ce que nous faisons. Non seulement nous devons les informer de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas, mais nous devons nous assurer qu'ils ont bien compris ce qu'on leur a dit. Ce que vous appelez le devoir d'information. C'est un devoir d'information, et de manière à ce que la loi dit, elle est très claire là-dessus. Et à chaque fois qu'il y a eu des jugements contre les médecins en cour de cassation, ça a fait jurisprudence, c'est parce que la Cour a montré que soit le médecin n'avait pas expliqué, soit qu'il ne s'était pas assuré que son patient avait bien compris ce qu'il lui avait expliqué. C'est pour ça que quand vous êtes hospitalisé, qu'on vous opère, vous recevez tout un dossier, on vous explique tout, on vous demande de signer votre consentement. Il n'y a pas d'imposition possible de quoi que ce soit sans un consentement éclairé du patient. Consentement, ça veut dire qu'il est d'accord, éclairé, ça veut dire qu'il a compris. Bon. Dans le prolongement de la question de Philippe, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens avec ces doutes dans certains pays sur l'AstraZeneca ? Est-ce que ça fait que beaucoup plus de gens vous posent la question qu'il y a 1 mois ou 2 mois ? Les gens nous posent beaucoup de questions de toute façon. Ça n'arrête pas. Si vous voulez, les statistiques montrent, là je vous redonne encore des chiffres, je suis désolé, parce que moi, je ne suis pas très chiffre, mais bon. On avait en gros 65% de la population française qui était prête à se faire vacciner. Oui. Qui est quand même pas si mal c'est pas mal, oui. Pour un pays soi-disant de réfractaires. D'accord, c'est pas si mal, mais est-ce qu'avec 65% de gens qui sont prêts à se faire vacciner, on atteint cette fameuse immunité collective de troupeau ? On n'en sait strictement rien. Ouais. Il est possible qu'avec 30% ça suffise, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une immunité naturelle qui se fait. Vous voyez, quand vous remontez le taux de PCR positif, vous ne remontez pas un taux de malade, ni de contagieux. Vous remontez un taux de PCR positif. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont rencontré le virus, peut-être au mois de janvier, peut-être au mois de février, au mois de mars. Et ces gens-là, il y a beaucoup plus de gens immunisés parce qu'ils ont un test positif que de gens malades. Donc il faudrait et vacciner et tester massivement en même temps, en fait. C'est-à-dire, en fait, il faut créer cette immunité collective. Si on pense que laisser le virus faire tout seul nous coûte trop en vie, c'est ça le problème, hein. Alors à ce moment-là, il faut utiliser d'autres moyens d'immuniser la population. On n'en connaît qu'un, c'est le vaccin. D'accord ? C'est ça le raisonnement. Alors, il ne faut surtout pas que le vaccin fasse plus d'ennuis et de morts que le virus lui-même. Donc c'est une question fondamentale. Pour répondre à votre question pour les questions des gens, on est passé, à cause des 10, 11 et 12 pays, on est passé maintenant à 40% de gens qui sont prêts à se faire vacciner avec AstraZeneca. Si vous voulez, il y a donc une défiance, évidemment. Je veux dire, les gens, encore une fois, ils ont accès aux mêmes informations quasiment que nous. La seule différence, c'est que nous, on a encore la possibilité d'aller sur des sites spécialisés et aller lire des publications en anglais
qui sortent. Oui, que le commun tous les des jours. mortels ne comprendrait pas, même en Nous, français parfois, d'ailleurs. On a du mal. Déjà, je suis habitué. Je veux dire, j'ai publié dans des revues internationales. Je sais comment ça marche. Mais et surtout quand ces publications-là s'avèrent comme être frauduleuses. Hein. Enfin, je ne vais pas vous raconter encore l'histoire du Lancet. Ça, c'est un truc invraisemblable. Moi, ça fait 45 ans, je ne l'ai jamais vu. C'est une étude du Lancet. Oui. Mais complètement bidonné, complètement truqué. Et ça fait beaucoup de mal. Il faut voir le préjudice, si vous voulez, moral sur la science en général et sur la médecine. On n'a pas besoin de ça. Nous avons en France une des meilleures médecines du monde. Je crois qu'il faut quand même le répéter. Même malgré tout ce que l'on vit aujourd'hui, on a une des meilleures médecines. On peut reprocher à certains de faire croire que tout est blanc ou noir, tout est carré ou rond. Non, il y a des zones grises, il y a des zones, si vous voulez, plus sombres. On ne sait pas tout expliquer, il faut le reconnaître, et c'est pas noir ou blanc. Beaucoup d'auditeurs nous demandent pourquoi ils n'ont pas le choix du vaccin avec lequel ils vont se faire vacciner. Par exemple, certains préféraient le Pfizer, certains préféraient attendre le Johnson. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le choix ? Alors, avant de répondre à cette question qui est effectivement intéressante, d'abord, je voudrais vous dire, ça j'aurais dû le dire au début, c'est que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je ne suis ni infectiologue, ni virologue, et encore moins un spécialiste de la vaccinologie. Donc là, je suis médecin praticien. Et, vous êtes un spécialiste. Mais vous êtes en première ligne, du coup, quand même. Vous êtes un spécialiste du stress oxydatif. Voilà, bon. Et vous avez soigné pendant des années à la Pitié-Salpêtrière des gens qui avaient des symptômes, notamment respiratoires, liés à des pathologies et au stress oxydatif. Donc là-dessus, vous êtes légitime. Voilà, rassurez-moi. on ne les soignait pas parce que j'étais attaché à une unité de recherche INSERM. Donc là, on ne pratiquait pas. Mais c'est vrai qu'on s'est intéressé, en particulier à la Pitié, il y a très longtemps, à des pathologies qui ressemblaient à ce qu'on appelait des fibroses pulmonaires, liées à des stress oxydants majeurs, à la suite d'irradiation. Bon. Et donc ces gens-là fibrosent leurs poumons, un peu comme on voit dans le Covid. Les gens, après la virose, quelques jours après, font ce qu'on appelle un orage cytokinique, c'est-à-dire inflammatoire et immunitaire, et avec un stress oxydant majeur, et ils fibrosent leurs poumons. Vous appelez burst oxydatif. Burst oxydatif, voilà. Bon. Et ça, il y a quelques publications qui le confirment. Bon. Mais c'est qu'une partie, si vous voulez. C'est une facette. Pour répondre à votre question... je pense que franchement, et c'est pas du tout les accuser de quoi que ce soit, mais nos patients ne peuvent pas dire, ils n'ont pas les moyens de choisir entre Moderna et AstraZeneca ou Pfizer. Donc ils nous demandent plutôt, si vous voulez. Mais il faut bien comprendre que tous ces vaccins, de toute façon, globalement, reposent à peu près sur le même principe vaccinal. La grande différence, elle est plutôt logistique. C'est-à-dire que vous avez des vaccins pour lesquels il faut absolument que les flacons soient congelés à moins 80 degrés et respecter la chaîne du froid. Et petit à petit, c'est tous ces aspects-là, logistiques et pratiques, qui s'améliorent. Et le dernier vaccin, qui est Johnson & Johnson, qui vient d'avoir son autorisation temporaire son ATU, par exemple, la seule amélioration par rapport aux autres, c'est qui aurait normalement, a priori, besoin que d'une seule dose. Ce qui est quand même plus simple, ça diminue par 2 quand même l'approvisionnement, ce qui est un énorme problème aujourd'hui sur les autres vaccins. Et 2, qui ne nécessitent pas des conditions de froid absolument ingérables. Donc, ceci dit, voilà. Si vous n'êtes pas dans la bonne tranche d'âge, si vous êtes dans une tranche d'âge 50-65 par exemple, vous n'avez pas droit, et que vous n'avez pas de comorbidité, vous ne pouvez pas avoir droit au Pfizer. C'est pas vrai. On vous propose AstraZeneca. Oui, mais si vous voulez, donc vous n'avez pas le choix du vaccin. Non, mais où est la différence pour le patient ? Il n'a pas pour le patient. Ce qu'il faut que le patient, lui, puisse avoir accès à un vaccin dont on dispose, dont on a suffisamment de doses pour pouvoir faire le deuxième rappel au bout de 9 à 12 semaines d'après la Haute Autorité de Santé, parce que la période entre les deux semble une période un peu délicate. Donc il faut vraiment cette deuxième dose, et puis surtout qu'il ait accès à ce vaccin, et que grosso modo le rapport efficacité-tolérance soit le même que les autres. Et franchement, il n'y a pas de grande différence là-dessus. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces vaccins... Alors c'est quand même des choses un peu troublantes, si vous voulez. Grosso modo, ce qu'apportent aujourd'hui les vaccins qui sont commercialisés, c'est qu'ils éviteraient les formes graves. Bon, donc... L'argument des gens qui viennent nous voir en disant « Écoutez, moi je vais me faire vacciner parce que j'en ai marre d'être confiné et je voudrais retrouver une vie normale »,
C'est le pire des arguments. On ne se fait pas vacciner pour ça. Et alors, la première raison, c'est que de toute façon, tout le monde nous a bien expliqué que c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous allez enlever votre masque et sortir après 18h. Non, ni retourner dans les restaurants, parce que de toute façon, on ne vous protège pas ni de la contagiosité, ni rien. Donc, et c'est pas le passeport qui va rendre les choses différentes. C'est pas parce que vous avez un passeport que vous êtes moins contagieux que les autres, puisque le vaccin ne vous protège pas de ça. Le vaccin vous protège des formes graves, ce qui est déjà pas mal. Ça, en fait, c'est-à-dire qu'avec de dire qui protège des formes graves, mais pas de l'attraper. Non, alors pas de l'attraper et pas de le transmettre. Mais ça empêche de développer des symptômes graves, quoi, simplement. Ça empêche de mourir. Oui, bon, c'est déjà pas mal. Ah bah, je veux dire, on est quand même là pour ça, a priori. Bon, empêcher les gens de mourir. Bon. Donc, ça, c'est première raison pour dire que cet argument n'est pas solide. Et puis le vrai argument pour se faire vacciner, c'est se protéger et éventuellement protéger les autres. Protéger les autres, on a des doutes, puisque tout le monde nous dit que non, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous pouvez enlever votre masque et aller au cinéma et au restaurant. Donc a priori, c'est que vous pouvez toujours contaminer les gens, même bien que vous soyez vacciné. Donc en fait, en gros, on se fait vacciner pour se protéger. Voilà. Et en sachant qu'on peut effectivement, dans les 24 heures, avoir un peu de fièvre, avoir des courbatures, avoir un peu des maux de tête, etc. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut. Mais comme le vaccin de la grippe, je veux dire, c'est pas nouveau. Oui, le vaccin de la rougeole aussi. Je le disais tout à l'heure, on a d'autres vaccins qui font ça. Le souci, si vous voulez, c'est des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus techniques. Et là, les patients n'ont pas forcément accès à ces informations, mais il semblerait que certains patients, entre les 2 doses, développent des anticorps qui, plutôt que d'empêcher le virus d'entrer dans la cellule, ce qu'on appelle les anticorps neutralisants, ils neutralisent le virus. Certains patients fabriquaient des anticorps qui, au contraire, ouvrent les portes au virus. Ce qu'on appelle les anticorps facilitants. Ouais, donc prudence entre les 2 injections. Voilà, c'est ça. Prudence entre les 2 injections. Et ça expliquerait, par exemple, que on a des cas de Covid après la première dose. Et donc, quand on vaccine les gens, il faut aussi leur dire, attention, soyez un petit peu plus prudents avant votre 2e dose. Vous ne serez vraiment protégé que quand vous aurez votre 2e dose. D'accord. Et parce qu'il y a des gens ce que vous nous donnez, qui vont abandonner leur 2e dose. Vous savez, il y a ça aussi, il y a la compliance. D'accord, mais là, vous êtes en train de nous parler de tous les vaccins ou que de AstraZeneca? Là, je parle de celui-là, pour ce qu'on en sait. Vous parlez d'AstraZeneca, simplement. Non, mais ceci dit, par exemple, pour un vieux vaccin, diphtérie, tétanos, polio. Enfin, moi, j'ai vacciné pour le moment des milliers de gens avec diphtérie, tétanos, polio. Au tout début, vous savez, on faisait 3 injections à 1 mois, puis à 1 an, puis tous les 5 ans, pour que vraiment les gens soient réellement protégés longtemps. Aujourd'hui, on pense que les vaccins dont on dispose, que ce soit Pfizer ou AstraZeneca, protègent au moins 6 mois. C'est déjà une bonne nouvelle, parce qu'on s'était posé la question de savoir combien de temps les gens étaient protégés. Bon. Après, se posera la question, est-ce qu'il ne faut pas, comme la grippe, vacciner tous les ans? C'est d'autant que, comme ce virus a une tendance à muter assez facilement, il y a des variants qui apparaissent, comme tous les virus ARN d'ailleurs, enfin bon, qu'importe. Et il est possible que finalement ce virus revienne un peu tous les ans sous une autre forme, comme la grippe. Il y a des années où la grippe est vraiment terrible. En 2017, elle a fait 22 000 morts. En 2017, on n'a pas arrêté le pays pour ça. Elle a fait 22 000 morts. Alors non, on est à plus de 22 000. Alors qu'on se vaccine déjà depuis longtemps. Oui, donc ça veut dire que le vaccin vous protège pour une année, en gros, et qu'on vaccine tous les ans. Donc si on écoute bien ce que vous dites, une fois qu'on a reçu sa première dose, donc c'est dans cette, on va dire, période-là que vous êtes peut-être plus fragile et qu'il certains patients peuvent être plus fragiles. Mais ça veut dire qu'il faut prendre plus de précautions encore? Alors c'est une raison supplémentaire d'être encore plus prudent, de se laver les mains très correctement, très souvent, de porter des masques là où il faut porter des masques, lorsqu'il y a une concentration de personnes. C'est vrai, moi, je suis pour venir chez vous, j'ai pris le train, le métro, les bus. Je ne serais pas venu à l'idée de ne pas mettre un masque et de le changer. Et de le changer. Parce que quand vous avez un masque sur la figure pendant 1 heure ou 2, c'est plus un masque que vous avez sur la figure. C'est un zoo, c'est une ménagerie. On voit des gens dans la rue, d'ailleurs, parfois, quand on voit la couleur de leur masque, on se dit qu'ils ne l'ont pas changé depuis une semaine au moins, quoi. C'est clair que le masque que j'ai mis pour venir ne sera pas le même que celui que je vais mettre pour repartir. Ça, c'est clair. Alors, Karim est avec nous au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue. Allô? Oui, bonjour Karim. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis désolé de commencer comme ça, mais j'aime dire que... Attendez. Pourquoi je m'entends parler dans le haut-parleur? Attendez, enlevez l'équipement libre ou le haut-parleur. J'ai enlevé? enlevé. Bon, alors, allez-y, on vous entend bien, Karim. Moi, je suis balancé à l'électrochoc.
j'ai jamais cru au vaccin depuis qu'il a été fait. Rien ne prouve que c'est le vaccin qui a protégé les gens contre quoi que ce soit. 1. 2. Un vaccin qui, en un an, des pays font la course, ils arrivent en un an à tous à peu près un vaccin, je me dis, il y a quelque chose qui tombe par an là. Ils sont pas capables de soigner une fourmi, et là, ils m'inventent qu'ils ont trouvé le vaccin. Et donc, je me dis que le vaccin, en lui-même, moi, ce que je pense, j'ai pas besoin d'être médecin, comme tous les êtres humains, j'ai une intelligence. Je me dis que le vaccin, je cours plus de risques en faisant le vaccin que contrarier le Covid. Le soi-disant Covid. Donc, je me dis, voilà, en gros, je n'y crois pas à tout ça. Et que, voilà quoi. Maintenant, on nous apprend à travers le médecin, celui qui vaccine, il nous dit que tous les 1 an, il faut revenir et tout. Je me dis, mais c'est de la folie, ça, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, moi, ce qu'elle me disait, ma soeur, elle me disait, une bonne solution, faut balancer la télé par la fenêtre et éteindre la radio et plus entendre parler de ça. Vous m'entendez là? La preuve, vous savez quoi? Et heureusement qu'on n'a pas tous balancé nos radios, parce que sinon les gens ne pourraient pas vous entendre ce matin, Karim. Heureusement qu'elles existent. Et puis il y aurait des morts, mais pour d'autres raisons, en bas de vos fenêtres. Alors Michel Braque. Alors, je vais vous répondre sur 2 points. Le premier point, c'est votre point de vue. Vous ne croyez pas au vaccin et vous avez le droit. Et moi, je respecte tout à fait votre façon de penser. Et jamais personne, je ne fais pas partie des médecins qui vous obligeront à vous vacciner. Voilà. Si vous venez me voir en disant, moi je ne crois pas au vaccin, je ne veux pas me faire vacciner, ça, je vous dirais, eh bien écoutez, je respecte tout à fait votre point de vue et jamais je vous imposerai quoi que ce soit. Et donc je ne vais pas dans le sens d'un certain nombre de médecins, parfois des grands spécialistes d'ailleurs, qui défilent sur les plateaux télé et en voulant obliger les gens. J'en ai même vu non seulement obligés, je me souviens d'un au mois d'août qui disait mais c'est un scandale, on n'a toujours pas de vaccin, il faudra aller beaucoup plus vite, et qui donnait la liste, si vous voulez, des sanctions qu'il faudrait infliger à tous les gens qui refusent le vaccin. Et ça allait de plus le droit de prendre le train, l'avion, plus le droit de mettre ses enfants à l'école. Ça c'est scandaleux. Nous ne sommes pas, nous sommes médecins, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes pour apporter du bien-être et du soin aux patients. Voilà, donc ça, voilà pour le premier point. Le deuxième point, quand vous dites c'est scandaleux de vacciner tous les ans, non, parce que le virus pour la grippe, par exemple, il est différent tous les ans. C'est pas la même maladie. Mais alors à quoi ça sert de vacciner pour un virus qui mute? Parce que c'est quoi l'intérêt en fait? Si la grippe fait 22 000 morts tous les ans, ouais. Et si quand vous vaccinez, vous ne faites plus que 10 000 morts, vous avez gagné 10 000 vies. Voilà. Et ça, vous êtes obligé de le refaire tous les ans parce que l'année suivante, c'est plus le même virus. Et donc, votre vaccin ne marche plus. Et aujourd'hui, à propos du Covid, comme on sait qu'il y a des variants, sur le vaccin, le virus qui a sévi de façon assez grave en mars et avril n'est pas le même que celui qui a sévi en octobre, qui sévit maintenant. C'est pas le même, c'est même pas la même maladie. Et cliniquement, on n'a pas les mêmes choses. Donc, quand un virus change, quand son génome change, les dégâts qu'il va faire dans l'organisme changent. C'est pas, même où sa contagiosité change. Donc, c'est des choses qui sont très changeantes. Donc, c'est pour ça qu'on navigue un peu à vue. Vous voyez ? Et au jour le jour, hein, ça aussi, faut l'admettre. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens comme Pfizer ou les autres, qui sont des gens vraiment experts des vaccins, pensent déjà au coronavirus de 2022, à quoi il pourrait ressembler. C'est de la Coupe du Monde. C'est important. Mais ils n'ont pas le poulpe pour savoir. Tout à l'heure, vous disiez que le vaccin AstraZeneca et le vaccin Pfizer, c'était quasiment la même chose. Et pourtant, il y en a un qui est un vaccin à ARN messager. Alors pourquoi pour vous c'est la même chose? Non, parce que si vous voulez, par rapport au concept de vaccinologie classique, où en fait, on injectait un virus atténué, donc notre système immunitaire reconnaît ce virus. Comme il est atténué, et il se défend, quoi. Il ne peut pas se multiplier et donner la maladie, mais en revanche, il va déclencher une réaction immunitaire assez globale, puisque notre système immunitaire va reconnaître un virus entier. Après, on a des autres vaccins qui sont avec des protéines du vaccin. Donc, on a isolé des protéines qui sont a priori celles qui vont déclencher la réaction immunitaire, et on injecte cette protéine. Voilà. Donc, on n'injecte plus la bestiole, on injecte une partie de la bestiole. Celle qui fait mal. Voilà, celle contre laquelle notre système immunitaire va réagir. Et à ce moment-là, le système immunitaire, de la même façon, va
synthétiser des anticorps pour neutraliser les virus. Parce que est-ce que ça veut dire que ce type de vaccin précisément, où on injecte qu'une partie du virus, donc déclencherait moins d'effets indésirables après l'injection? Ça, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on a beaucoup de recul avec ces vaccins-là, puisqu'on s'utilise depuis plusieurs dizaines d'années. D'accord. Donc on a un recul suffisant, avec une pharmacovigilance sur des années, voire des dizaines d'années. Bon. Aujourd'hui, ce que donneront ces vaccins dans 10 ans, il faut être devin, il faut avoir une boule de cristal pour savoir. On n'en sait strictement rien, puisque de toute façon, il faudra attendre. Et Dieu sait si on en a des devins sur les plateaux de télé en ce moment. Voilà. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions sur les vaccins à ARN messager. ARN messager, qui sont nouveaux. Alors, typiquement, Moderna, Pfizer, vous avez en fait, on prend un morceau d'ARN messager du virus. Alors, l'ARN, pour les gens qui nous écoutent, c'est un virus, c'est composé. C'est comme un code informatique, c'est comme une clé USB, en fait. Voilà, sur lequel il y a le mode de fabrication du virus. Bon. Ou d'une protéine du virus. C'est un bout de gène, quoi. Voilà. Ouais. Et cette petite clé USB, on la met dans une capsule. Cette capsule va être absorbée par votre organisme, va rentrer dans vos cellules, et votre cellule va lire cette clé USB, et donc va fabriquer la protéine qui est codée sur cette petite clé USB. Et cette protéine, c'est la protéine spike du virus, et c'est contre cette protéine spike que votre système immunitaire va réagir et va fabriquer des anticorps anti-spike. Bien. Et donc empêcher après tous les autres virus qui viendraient avec cette même protéine spike pour rentrer dans la cellule. Votre truc l'a reconnu. Ah non, je te laisse pas passer, je te ferme la porte, tu rentres pas dans la cellule. Alors les questions sont beaucoup venues sur les modifications génétiques que ces vaccins à ARN pouvaient déclencher dans nos organismes. Oui, voilà, après si vous voulez, on a fait de la sémantique sur est-ce que c'est une thérapie génique ou pas. Bon, après on dit non, c'est pas une thérapie parce que les thérapies c'est pour traiter des gens malades. Là, on a la prévention. Mais il y a des thérapeutiques préventives que je sache. Ça s'appelle des traitements prophylactiques. Donc ça, c'est pas non plus un bon débat. Vous voyez, on débat pendant des heures sur des trucs de sémantique en oubliant ce que veulent dire les mots derrière. Ce qui est clair, c'est qu'on est sur du bidouillage génétique. C'est vrai. On injecte du matériel génétique dans les cellules humaines. Mais ça, c'est un pan de la recherche médicale extrêmement actif qui ne concerne pas que la vaccinologie et qui est qui est source d'espoir absolument extraordinaire pour traiter d'autres maladies, que ce soit le cancer ou des maladies génétiques. Alors, puisque vous êtes le premier à le dire, les femmes enceintes, est-ce qu'elles peuvent se faire vacciner? Et est-ce que, est-ce qu'elles vous leur conseilleriez, ou jusqu'à quel mois, justement le vaccin ARN messager? Ce que disent les autorités de santé sur la grossesse et les vaccins Covid. Ils disent une chose très simple. Ils disent que il faut, plus que chez quelqu'un d'autre, mesurer le rapport bénéfice-risque. Après, il faut avoir les moyens de mesurer ce rapport bénéfice-risque. Bon. Donc, ce qui est dit... Quand vous parlez des moyens, vous parlez du recul, peut-être? Oui, comment on sait que chez une femme enceinte, l'efficacité va être de temps et les effets secondaires vont être de temps. La plupart du temps, on ne sait pas. Bon, donc il faut reconnaître quand on ne sait pas, il faut dire non, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre question. Globalement, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que la grossesse a priori n'est pas une contre-indication absolue à la vaccination. En revanche, on demande aux femmes enceintes qui voudraient se faire vacciner d'en parler avec les médecins qui suivent leur grossesse. Et de voir avec ce médecin-là, qui connaît bien la patiente, qui sait si elle a une grossesse à risque ou pas, de quel risque il peut s'agir. Enfin bref, chaque cas est un cas spécifique. Et c'est un débat qui doit avoir lieu entre le médecin qui connaît bien l'état de santé du bébé ou du futur bébé et de la patiente enceinte et du geste qu'on va proposer. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais est-ce que les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, par exemple, présentent une modification s'ils se sont vaccinées avec un vaccin ARN messager ou pas? On n'en sait strictement rien, puisque de toute façon, pour ce qui est des modifications génétiques qui pourraient apparaître à la suite de la pénétration d'un bout d'ARN, il faut savoir que déjà, notre génome à nous comporte une grosse partie de matériel génétique de virus qui sont rentrés dans nos cellules pendant toute notre vie et qui ont intégré notre génome. On est déjà des mutants. Bon, ça, on n'est pas pour autant en mauvaise santé. Le problème est de savoir est-ce que oui ou non cet ARN, d'abord, c'est de l'ARN, nous on a de l'ADN, donc il faudrait déjà qu'il soit reconverti en ADN pour pouvoir rentrer dans notre génome et apporter une information bizarre. S'il reste en tant qu'ADN, il va être lu par nos petites machines à synthétiser des protéines, point c'est tout. Après, est-ce que la question c'est d'avoir en l'état actuel des informations
dont on bénéficie aujourd'hui, on a des résultats ou pas? Non, on sait pas. Pour l'instant, c'est trop tôt. Non, Mais c'est vrai que on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui se posent la question, évidemment, sur les femmes enceintes. Il y a une autre tendance qui est en train d'émerger justement au sujet du vaccin AstraZeneca, c'est que bon, pour moi ça flirte avec le complotisme, mais vous allez nous dire vous ce que vous en pensez. C'est que les variants anglais, sud-africains et australiens, ce serait précisément dans ces 3 pays qu'on a fait les tests sur l'homme avec le vaccin AstraZeneca, et du coup ces variants auraient été développés par les gens sur lesquels on les a testés. Est-ce que ça tient debout scientifiquement? Si je comprends votre question, c'est est-ce que le vaccin aurait provoqué aurait créé des variants sur les gens sur lesquels on les a testés? Aucun argument scientifique pour le dire. Donc complotisme. Non, il y a, si vous voulez, il y a des pressions, si vous voulez, de sélection complètement naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce coronavirus du mois encore une fois, il faut repartir au départ, mars et avril, a rencontré d'autres coronavirus. 2020. Hein. C'est ça. 2020. C'est une mutation naturelle. Il n'y a pas de. Même, il faut être très précis, ce sont des recombinaisons. Pardon. Donc ce sont des recombinants. Parce qu'on a plein de coronavirus. Et c'est des virus habituels, des rhumes banals. Et donc, ces virus-là se mélangent avec celui qui a été terrible du mois de mars. Et finalement, quand ils se recombinent entre eux, on peut quand même penser assez simplement qu'ils vont plutôt acquérir la banalité des coronavirus avec lesquels ils vont se mélanger. Et donc, on a effectivement, à partir de l'été, on a eu des variants, des premiers variants, qui ont été dus à un truc complètement naturel et qui ont été 10 fois moins agressifs que le premier virus de mars-avril. Vous voyez ? Après, il y a une autre sélection qui se fait d'organisme en organisme. Par exemple, pour ce qui est de la grippe, qui est un modèle qu'on connaît bien maintenant quand même, il vaut mieux, quand il y a une épidémie de grippe, être parmi les premiers touchés que la seconde vague ou la troisième vague. Parce que la population des virus qui arrivent de la grippe pour les premiers patients, c'est déjà une population qui est un peu hétéroclite. C'est pas que des virus tous totalement identiques, si vous voulez. Et donc, votre système immunitaire va commencer par se débarrasser des plus faibles. Ça s'appelle la sélection naturelle. Ce qui fait que petit à petit, les gens vont transmettre un virus qui a échappé à leur propre système immunitaire parce qu'il était un peu plus résistant. Et donc, le virus va rencontrer une population qui va faire des formes d'un peu plus graves de grippe. Et après, les choses s'inversent parce que l'immunité collective arrive et à ce moment-là, le virus ne rencontre plus que des systèmes immunitaires performants. Michel Braque, j'aimerais qu'on parte en Israël pour savoir finalement quel premier résultat on a sur cette vaccination, puisque quasiment l'intégralité des gens qui étaient vaccinables ont été vaccinés. Qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, on aimerait bien en savoir plus, parce que en fait, franchement, je ne peux pas répondre à votre question. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a eu une vaccination en masse. On sait. Ils ont eu quel vaccin alors, eux ? Pfizer. Ils ont eu Pfizer, d'autant qu'il y a eu des accords, si vous voulez, entre Pfizer et le gouvernement israélien. Et que Israël a accepté que finalement, grâce à cette vaccination en masse, on ait des remontées de pharmacovigilance. C'est ça qui m'intéresse, savoir finalement qu'est-ce qu'on a comme remontée. Tous ces vaccins sont aujourd'hui sous une surveillance étroite et massive de tous les systèmes de pharmacovigilance de tous les pays. Parce qu'on attend ces remontées-là pour en savoir plus, puisque... Des données, oui. Encore une fois, on est des ATU, donc on n'a pas tout le recul. On n'a pas les 2 ou 3 ans de recul, et même on n'a même pas les 2 ou 3 ans sur la mise au point. On a quand même switché des étapes pour arriver devant l'urgence, si vous voulez, pour arriver à avoir un vaccin le plus tôt possible. Donc il faudra être patient, il faut attendre la suite. Maintenant, on n'a pas... Pas de remontée pour l'instant. Non, on sait qu'il y a des remontées de cas, là aussi, indésirables, comme je viens de parler pour le vaccin AstraZeneca. On a des remontées de Covid après la première injection. On a tout ça. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que pour le nombre de décès qui seraient liés au vaccin d'Israël, il faut attendre d'avoir, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, on n'a pas la preuve que ces décès, cette surmortalité, soient liés au vaccin. Alors vous avez écrit Covid-19, quels enseignements, quelles pistes d'action chez VA Éditions. Donc vous vous dites qu'il est trop tard pour se poser la question de
Non. Attends. Dans votre livre, vous dites il est trop tard pour se poser la question de fallait-il ou pas confiner l'année dernière. Donc maintenant, on va pas refaire l'histoire, dites-vous. Mais là, la question se pose aujourd'hui. C'est faut-il, oui ou non, vacciner, puisque on agite sous le nez de certaines régions un reconfinement. Faut-il, oui ou non, reconfiner selon vous? Je pense que l'argument qui consiste à dire si on vaccine tout le monde, on ne va pas reconfiner, ne tient pas la route une seconde. Bon. Ensuite, est-ce que le confinement a montré son efficacité partout sur la planète vis-à-vis de l'évolution de l'épidémie? Non. On a vraiment des données massives et qui montrent que le confinement ne protège pas. Il ne faut quand même pas oublier que le premier confinement du mois de mars n'a vu que pour objectif de sauver un hôpital qui était en perdition. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier, il ne faudra jamais oublier cette image de nos infirmières confectionnant des blouses de fortune, des sacs poubelles en 2020 en France dans les grands hôpitaux parisiens. Oui. C'est invraisemblable. Ce n'est pas tellement l'épidémie qui est sans précédent, c'est ça qui est sans précédent. Vous voyez, ça c'est sans précédent. Ça prendra du temps pour l'effacer. Mais on ne l'effacera jamais. La question c'est est-ce que ça a servi de leçon, puisque là les soignants disent on est de nouveau. On avait un an pour créer des lits, apparemment c'est pas fait. Dès le mois d'avril, il y a eu des réunions avec les autorités de tutelle, etc. Ils sont ressortis de ces réunions effondrés. Effondré. Donc pour vous, il ne faut pas reconfiner. Mais c'est très clair. Ça ne sert à rien, c'est ça. Mais, alors, si vous voulez, on est en train de commencer à compter. Il faut créer des lits, quoi. On commence, si vous voulez, à compter maintenant ce qu'on appelle les dégâts morbimortels collatéraux à toutes les décisions qui ont été prises. C'est-à-dire confinement, arrêt de toutes les activités, en particulier récréatives, sociales, tout ce que vous voulez. On est en train de compter les dégâts en termes de santé publique de toutes ces mesures. Et déjà au mois d'avril, vous avez des grands patrons de services de pédopsychiatrie parisiens qui ont tiré la sonnette d'alarme au mois d'avril. Vous savez, aujourd'hui, les ligues contre le cancer, les associations de cancer ont tiré la sonnette d'alarme dès le mois d'avril. Aujourd'hui, ils disent on a manqué le diagnostic précoce d'au moins 90 000 cas de cancer. Vous comprenez ? Quand on confine, est-ce que ça rompt le processus d'immunité collective ? Ah oui, bien sûr. Enfin, de façon, en tout cas, dans la population générale, oui. En revanche, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le confinement a aussi augmenté la contagiosité inter-individuelle dans les familles. Vous voyez, je pense qu'il y a nous, on sait ça depuis longtemps. Quand on a quelqu'un de malade dans une famille, on l'isole. Pas forcément parce qu'il a le Covid, mais il est malade, il est contagieux, on l'isole. Moi, quand j'étais petit, quand on avait 42 fièvres, qu'on était contagieux, on mangeait pas à table avec les autres. On était une famille nombreuse. On était 6 enfants, dont on était 8. On était dans notre chambre. Et on nous servait le bouillon dans la chambre. Et le matin, on venait aérer la chambre, même en plein hiver, pendant 1 heure ou 2, et on était sur un fauteuil avec 3 couvertures. On parlait de garder la chambre, d'ailleurs. On gardait la chambre, voilà. Bon, la moindre des choses aujourd'hui, quand quelqu'un a une suspicion de Covid, parce qu'il a de la fièvre, parce qu'il tousse, parce qu'il sent plus, il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'odorat, dans la famille, on l'isole. On dort plus avec lui, on mange plus avec lui, on nettoie les surfaces, on se lave les mains 15 fois par jour. Ça, ce sont des bonnes mesures. Vous voyez, ça, ce sont des vraies barrières contre ça. Bien, Michel Braque, vous reviendrez pour parler du stress oxydatif. Ça, c'est aussi intéressant, puisque vous dites que finalement, la grande oubliée, c'est cette médecine préventive qui aurait dû émerger de toute cette crise. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Manu. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée santé sur Beurre FM.